Ce soir, c'est une soirée axée sur la communication. Dans la première partie, le thème « Tout parler pour tout voir », nous verrons avec Bernard de Montréal les différents aspects de l'échange qui permettent à des individus de percevoir, de développer, de situer les aspects de leur personne et l'aspect des événements qui, à travers la communication, peuvent être éclairés et éventuellement trouver des réponses à des questions. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous parler de la communication. Bernard. On commence déjà la soirée avec des erreurs d'interprétation. Bernard, le sujet de la soirée est axé sur tout parler pour tout voir. Est-ce qu'il est possible, à travers la dynamique d'une conversation, la dynamique d'une communication, est-ce qu'il est possible aux individus de tout situer ce qui, dans leur vie, peut interférer avec leurs décisions, interférer avec leur action? Est-ce qu'il est possible, à travers la conversation, la communication, de situer quoi que ce soit qui puisse bloquer une volonté quelconque? Oui. C'est intéressant, ça. Le dialogue entre deux êtres humains avant de commencer dans cette direction-là, ce que je veux dire, c'est que l'homme, sur le plan matériel, est toujours en expérience. La planète, c'est une école, là. Et l'homme ne reçoit jamais totalement l'information dont il a besoin pour traiter avec la vie, à n'importe quel niveau. Premièrement, parce qu'il a une mémoire. Il vit très près des pulsions de son âme, donc de sa mémoire. Puis, il a une personnalité qui empiète sur sa réalité. Donc, il a une personnalité qui le fait dévier de la créativité de sa personne. Puis, quand l'homme est en communication avec un autre être, sa personnalité, son mental subjectif, perd de la puissance et recouvre de la clarté à travers l'autre. Mais c'est difficile pour l'être humain de bénéficier ou d'apprendre à bénéficier de ce que les autres peuvent lui apporter, parce que on a toujours tendance à croire que ce que les gens nous disent, souvent c'est coloré par leurs émotions. Puis, dans un sens, c'est vrai. Par contre, dans la mesure où un être s'ouvre à un autre, autrement dit, dans la mesure où un être en communication avec un autre bénéficie d'une grande générosité, bénéficie d'une grande amitié, bénéficie d'une conscience qui est réellement upfront. Autrement dit, c'est la communication avec une personne qui ne joue pas de game, comme on dit. À ce moment-là, la personne bénéficie de points de vue qui peuvent l'aider à corriger ce que sa personnalité à lui va lui empêcher d'atteindre. Et moi, j'appelle ça de l'interface. Mm-hmm. De l'interface, c'est extraordinaire parce que ça force l'ego à se dompter d'une façon docile, sans choc, en utilisant le pouvoir de levier de l'autre. L'autre personne n'est pas impliquée dans une situation. Donc, l'autre personne, au niveau de la personnalité, ne souffre pas de ce que toi tu souffres. L'autre personne n'implique pas ses émotions dans ce que toi tu vis, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Prenez l'exemple, par exemple, d'une jeune fille qui serait en amour avec un garçon. Quand tu es en amour avec un garçon, il y a des choses que tu vois pas. Quand on dit l'amour est aveugle, par exemple. Mm-hmm.
et ses amis, ses parents, des conseillers, parce que les hommes autour de soi sont des conseillers, les gens peuvent voir des choses dans cette relation avec le garçon qu'elle ne voit pas, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas entendre, ainsi de suite. Puis une personne qui serait près de cette jeune fille-là pourrait facilement lui expliquer des aspects de son comportement qui, si il continue, si elle se perpétue ces comportements-là, peuvent lui amener de la souffrance. Et si la jeune fille a de l'oreille, est capable d'écouter et de mettre en action ce qu'une autre personne va lui dire, à ce moment-là, elle s'élimine énormément de tension, de souffrance, et elle s'éclaircit un chemin. Donc, dans ce sens-là, l'interface, c'est une façon pour l'homme d'utiliser le service de communication avec une autre personne et en bénéficier d'une façon intégrale. Mais on n'est pas habitué à ça, parce qu'on dirait que ça va contre notre grain, surtout dans les conditions de vie ou d'expérience où il y a beaucoup d'émotions, où il y a beaucoup de ce que j'appelle de chaleur astrale. Et probablement un des grands signes d'évolution d'une personne vers une certaine maturité est basé sur cette capacité d'écouter l'autre, de regarder ce que l'autre lui apporte, pour pouvoir finalement éliminer de son inconscience des aspects qui l'amèneraient naturellement à la souffrance. Comment se fait-il qu'une personne qui est dans un problème ne puisse pas voir son problème autant qu'un individu qui est désimpliqué du problème? Parce que quand on vit des problèmes, on les vit au niveau de notre personnalité. On ne vit pas nos problèmes au niveau de notre personne. On n'est pas dans notre personne. L'homme n'est pas suffisamment individualisé pour être dans sa personne. Et un jour, l'homme découvrira que être dans sa personne, c'est-à-dire avoir une identité intégrale, ça implique avoir compris les lois astrales de la pensée. Donc ça fait partie de l'évolution. Une fois que l'homme aura compris les lois astrales de la pensée, l'homme sera capable, de par lui-même, seul, traiter avec les aspects de la vie qui pourraient lui créer des problèmes. L'homme sera capable de prendre des décisions radicales pour changer le cap de son expérience. Donc l'homme aura une volonté réelle. Mais avant que l'homme en arrive à ce stage-là, il n'a pas de volonté réelle. Il a une volonté factice qui est colorée par ses états intérieurs. À ce moment-là, s'il est en communication avec une personne, cette personne-là devient, dans un sens, le point d'appui de sa volonté que lui n'a pas. Et à ce moment-là, la personne peut bénéficier des conseils d'une autre personne et aller de l'avant. Et quand on parle des conseils d'une autre personne, on n'a pas besoin de personnes très, très raffinées, on n'a pas besoin de personnes qui sont des spécialistes en psychologie ou des gens qui sont spécialistes en communication. Ça fait partie des lois du mental, de recevoir de l'information. Autrement dit, une personne peut vous donner des conseils, puis elle peut vous dire des choses dont elle n'est même pas consciente. Ça va passer par son psychisme. Et vous, si vous êtes suffisamment subtil, suffisamment conscient de ce processus-là, vous allez aller chercher des choses dans sa parole qui vont vous être utiles. Et si la personne est réellement sophistiquée au niveau mental, si elle est très psychologue, si elle est très grande communicatrice, à ce moment-là, mais vous pouvez encore bénéficier plus de cette instruction, parce que l'homme a la capacité d'instruire l'homme, mais l'homme n'a pas la capacité aujourd'hui de s'instruire lui-même, parce qu'il n'a pas de conscience mentale supérieure. Il a une conscience mentale inférieure, que j'appelle l'intellect, qui fait partie de la personnalité, et qui est vicié par l'émotion, et qui est soutenu, cimenté par la mémoire. Une personne qui a un problème, qui parle de son problème à une personne qui est désimpliquée, qu'est-ce qu'elle attend exactement comme caractéristique pour, je dirais, dévoiler ce qu'elle vit, qui est une souffrance, souvent et une forme de faiblesse qu'elle n'aime pas présenter? Qu'est-ce qu'elle s'attend ou elle veut voir dans l'autre pour pouvoir lui livrer cette problématique et avoir confiance dans la personne? Qu'est-ce qu'il faut à la personne qui va exprimer la situation, qui va définir la situation, qui est désimpliquée du problème? Quelles sont les caractéristiques nécessaires à cette personne pour alimenter la confiance dans la personne qui a le problème? Qu'elle soit généreuse. Fondamentalement, c'est une question de générosité. Je ne parle pas d'amour, là, je parle de générosité. Pour qu'elle soit généreuse. La générosité, c'est l'amour du mental.
Un peu comme le respect, c'est l'amour du mental. Donc, une personne qui est généreuse, automatiquement, va vibrer d'une certaine façon. Donc, elle va aller chercher des aspects d'information dans sa conscience qui vont servir à l'autre. Il faut qu'il y ait de la générosité. Une personne généreuse, tu sais, quand on parle de générosité, on parle toujours de générosité en fonction du code moral chrétien. Mais la générosité, ça fait partie de la capacité de l'être humain de rencontrer l'autre quelque part. Donc, quand tu es généreux, dans le fond, tu donnes. Quand tu es généreux, tu transmets. Quand tu es généreux, tu te mets en vibration pour l'autre. Et ça, c'est psychique. Une personne qui est moindrement généreuse va se mettre en vibration pour l'autre. Une personne qui n'est pas généreuse ne se mettra pas en vibration pour l'autre. Et ça fait partie des aspects occultes de la conscience. Et ça devient très, très naturel pour une personne généreuse de se mettre en vibration pour l'autre personne. Et à ce moment-là, elle va aller chercher dans son conscient ou dans son subconscient des aspects ou des informations ou des notions qui, automatiquement, vont déclencher chez l'autre une perception, et de cette perception-là, elle pourra se faire une image, un portrait de la souffrance ou du problème dans lequel elle est impliquée, et elle pourra voir plus facilement ce que l'autre a à dire. Bon, vous identifiez la générosité, vous faites le raccord avec le fait de se mettre en vibration pour l'autre. Est-ce que c'est l'équivalent d'écouter? Ça, c'est être à l'écoute, ça veut dire être généreux? Je parle de la personne qui convie de l'information. C'est ça. Cette personne-là doit être généreuse. Si elle est généreuse, à ce moment-là, l'autre qui reçoit l'information, automatiquement va bénéficier de l'information, va bénéficier d'éléments que la personne, dans sa générosité, va aller chercher, parce que la générosité la met en vibration. Être généreux, ce n'est pas un acte conscient. C'est une conséquence de conscience. Une générosité qui serait le résultat d'un acte conscient, ce ne serait pas de la générosité, ce serait de la stratégie. Tandis qu'une générosité qui est la générosité réelle, la générosité, elle est une mise en vibration de la conscience, de l'état de conscience, et elle permet à la conscience d'aller chercher des aspects, des notions qui serviront à la personne qui écoute et qui a des problèmes. Mais il faut qu'il y ait de la générosité. Si vous me demandiez, comment est-ce qu'on peut mesurer à ce niveau-là la générosité d'une personne? On peut la mesurer on peut la mesurer par la facilité qu'elle a d'entrer en communication avec vous quand vous avez un problème. Si vous dites à quelqu'un, j'ai un problème, puis il vous dit, moi je veux rien savoir des problèmes, il n'y a pas de générosité là. OK. C'est flagrant. Puis si tu lui dis, je vais te donner 10 piastres, c'est pas bon. Je vais te donner 10 piastres. Là, vous compensez pour le manque de générosité. Ouais. Vous donnez 10 piastres, pas le moins, c'est pas bon. Tandis que de la générosité, ça met en vibration la personne. Ça met la personne en vibration sur le plan de l'âme, ça met la vibration sur le plan de son esprit, parce que l'homme est fait de deux composantes. Et à ce moment-là, dépendant de son niveau d'évolution, c'est là beaucoup d'esprit, mais à ce moment-là, l'esprit va réellement pénétrer, passer à travers toute la mémoire de son expérience à elle, et c'est ainsi qu'elle va sortir de l'information qui, pour vous, deviendra automatiquement utile. La générosité, c'est très, très occulte. La générosité, ça doit être facile quand c'est occulte. Autrement dit, quand c'est enraciné dans une conscience qui est en vibration. Ça va de soi. Donc, si vous parlez avec une personne où la générosité fait partie de son ambiance psychique, mais c'est évident qu'elle va se mettre en vibration, puis elle va vous dire des choses qui vous seront valables, qui vous seront utiles, et vous pourrez aller chercher dans ces choses-là les éléments qui vous sont nécessaires, puis vous instruire de ceci. Mais le point que je veux faire, c'est que quand vous êtes en communication avec une personne et que vous avez de l'oreille, il faut que vous ayez de l'oreille, et que cette personne est généreuse, à ce moment-là, automatiquement, elle va vous faire voir quelque chose. Elle va vous permettre d'être surpris. Bon, je vais amener ce point-là. Vous ne pouvez pas, quand vous avez des problèmes, vous devez, quand vous avez des problèmes, être surpris. Donc, la petite fille qui est en amour pour sa tête, puis là, elle est triste un soir parce qu'elle a entendu parler d'une de ses chums que son ami a sorti avec une autre petite fille, puis là, elle est en larmes, blablabla. Puis l'autre, son autre ami, là, qui est généreuse, elle lui dit, écoute, Claudine, je crois pas que ton ami soit très, très sincère.
si elle va chercher de l'information qui est réelle, la petite fille, elle va être surprise. Puis en étant surprise, elle va développer des mécanismes de défense. Elle va dire, voyons, il est sincère, elle va débattre. Parce qu'au niveau de sa personnalité, au niveau de ses émotions, au niveau de son corps astral, au niveau de l'expérience de l'âme, il y a des forces psychiques chez elle qui veulent la garder dans l'impuissance, qui veulent la garder dans la souffrance, parce que ça fait partie des lois astrales. Donc, son ami, en lui parlant, va lui créer un petit choc. Autrement dit, va la surprendre. Et dans une conscience généreuse qui parle à une autre conscience réceptive par rapport à un problème, il doit y avoir comme ingrédient un choc, c'est-à-dire une surprise de créer, comme je dirais un affront presque au jugement de celui qui vit la souffrance. Et c'est de cet affront-là, de cette surprise-là, que doit bénéficier, c'est de ceci que doit bénéficier l'être. Donc, il faut qu'il y ait de l'oreille. Fait que si la petite fille a dit, bon ben ton gars, là, je l'ai vu la semaine passée avec un autre petit noir, puis là, je l'ai vu la semaine après avec une petite rousse, puis je l'ai vu avec un autre. Bon, ben, si elle n'est pas capable de prendre l'affront, autrement dit la surprise, à ce moment-là, elle n'a pas d'écoute, puis si elle n'a pas d'écoute, elle ne mérite pas la parole de l'autre. Est-ce que ça voudrait dire que les gens, quand... Elle neutralise l'interface. Est-ce que ça voudrait dire que quand les gens ont un problème et qu'ils le soumettent à l'écoute de quelqu'un, ils doivent comme se faire renverser dans leur perception? Ils doivent se faire renverser complètement dans leur perception. Bon, puis ça, je vais en parler. On a tendance à penser qu'on a raison. L'ego. On a tendance à penser qu'on est intelligent. On a tendance à penser qu'on est capable de régler nos problèmes nous-mêmes. On a tendance à penser qu'on est suffisamment intelligent pour tout comprendre notre situation. Puis je vous assure qu'on ne l'est pas. Il faut tout le temps avoir quelqu'un. Il faut toujours être en communication avec quelqu'un. L'homme n'est pas encore prêt à être en communication avec le plan mental supérieur, donc en attendant, bon ben, il passe à travers un autre qui devient son plan mental autre, son plan mental alternatif. Si l'homme n'a pas de plan mental, si l'homme n'a pas accès à un plan mental supérieur où il peut vivre une télépathie directe, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un plan mental alternatif. Et ce plan mental alternatif, ce sont les gens qui nous côtoient tous les jours. Les gens prêts, les gens qu'on connaît, les gens avec lesquels on a une certaine sympathie vibratoire. Mais on côtoie beaucoup de gens qui sont pas généreux, qui ont aucune écoute pour ce qu'on vit. Comment on peut donner une crédibilité, comment on peut donner une crédibilité à ces gens-là qui n'ont pas cette générosité dont vous avez parlé? Oui, mais on s'occupe pas de ces gens-là. On s'occupe des gens qui ont cette vibration-là. Il y a des gens, il y a personne dans la vie qui n'a pas un ami, il y a personne votre mère ou votre père ou votre chum ou votre ami ou l'ami, il y a toujours quelqu'un dans votre vie. Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie qui puisse vous conseiller ou vous éclaircir une situation dans votre expérience, là, vous faites dur. Il y a quelqu'un, quand même que ça serait curé au coin. Ouais. Un psychologue, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est généreux. Ben, c'est parce que vous avez mis la barre haute, hein, quand vous avez dit il faut que les gens soient généreux psychiquement pour nous donner... C'est parce que j'explique le principe de générosité en termes de la mise en vibration. Une personne qui est mise en vibration, quand une personne a des problèmes et qu'elle lui parle, c'est déjà de la générosité. C'est pas une générosité judéo-chrétienne, c'est vibratoire. La générosité, c'est vibratoire. Donc, à ce moment-là, ben, il y a des gens dans votre vie qui sont, par rapport à vous, généreux, qui peuvent être, par rapport à vous, généreux, quand même qu'il y en a une. Bon, est-ce que le fait qu'une personne soit complice de notre problème, c'est une forme de générosité? Complice dans le sens qu'on vit quelque chose de difficile et puis la personne elle sympathise avec nous autres. Il y a une complicité, là. Une personne qui sympathise avec vous, c'est pas bon. Parce qu'une personne qui sympathise avec vous, elle va vous transférer ses faiblesses. Elle va vous transférer ses émotions. Elle va vous transférer son astral, elle va vous transférer sa maladie, elle va vous transférer son impuissance, elle va même vous bandager, elle va vous créer un bandage. C'est pas bon, ça. Il faut que ce soit une personne qui soit capable d'être en opposition avec vous. En opposition pour renverser notre perception. Pour renverser la polarité de vos émotions sur votre mental. Sinon, ça sert à rien. Là, vous allez avoir un yes man. Pas bon. Faut que ce soit quelqu'un qui soit quand je parle en opposition, je ne veux pas dire en guerre.
Je dis en opposition avec vous. En opposition, ça veut dire qu'elle ne voit pas les choses comme vous les voyez. Une personne qui voit les choses trop comme vous les voyez est heureux. Là, c'est deux aveugles. Mais naturellement, les gens qu'on considère les plus sympathiques, en tout cas ceux on semble percevoir comme nous aimant le plus, c'est les gens qui pensent comme nous autres ou qui ont tendance à aller dans le sens que quand on a un problème puis qu'on soumet une solution, ils sont d'accord avec ça, ils vont dans ce sens-là. Moi, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, quand je parle de générosité, je parle pas d'amour. Ouais. Mais c'est dur, je parle de générosité. Ouais. Si vous partez de l'amour pour résoudre vos problèmes, autrement dit, si vous utilisez des gens qui vous aiment pour résoudre vos problèmes, vous risquez d'avoir des problèmes parce que ces gens-là, à cause de leur amour, n'auront pas l'intransigeance nécessaire à vous transmettre. Il faut qu'une personne vous transmette de l'intransigeance. Ça ne veut pas dire que des gens qui vous aiment ne peuvent pas être intransigeants dans ce qu'ils vous apportent. Mais il y a des gens qui vont vous aimer tellement qu'ils vont avoir peur d'être intransigeants. Fait qu'à ce moment-là, cet amour-là, ça sert pas. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme généreux, que vous ayez des gens généreux. Et la générosité, c'est l'amour du mental. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Fait que si la petite fille est en amour, puis son chum, il triche, puis l'autre, elle voit ça, puis elle est généreuse, elle va lui dire, bon, ben, ton gars, il triche. Aime-moi pas, il triche. Attention. Tandis que si c'est de l'amour, ben l'autre, elle va colorer l'affaire. Elle va diminuer l'interaction. Une personne qui vous parle, une personne qui fait avec vous de l'interface doit devenir temporairement votre juge parce que vous n'avez pas de jugement. Non, ça, c'est une bonne caractéristique. Pour qu'elle devienne temporairement votre juge, il faut que vous lui laissiez la chance d'être temporairement votre juge. Donc, elle se met en vibration, elle devient temporairement votre juge. Il ne faut pas qu'elle ait peur de nous perdre aussi, j'imagine. Parce que, est-ce que c'est possible que l'opposition... Si elle a la peur de vous perdre, à ce moment-là, elle va être moins juge. Elle va vous aimer plus, elle va vous aimer trop. Si elle a peur de vous perdre, elle ne fera pas sa job comme il faut. Donc, Bernard, c'est une révélation ce soir, c'est moi qui ai vécu la surprise. Les personnes qui sont les plus généreuses, c'est ceux qui sont capables de s'opposer. Généreuses dans le mental. Ouais. Généreuses, pas dans l'émotion. Ouais. Une personne généreuse, c'est une personne créative dans le mental, incapable de s'opposer à ce que vous pensez d'une situation. S'opposer fortement, très fortement. Puis ça, ben, plus l'homme est conscient, plus l'homme est capable d'être généreux dans cette veine-là. Comme moi, je suis très généreux de même, là. Fait que quand je dis à quelqu'un, si quelqu'un a un problème, ma générosité peut être tellement réel que le choc va être très, très fort. Très fort. Bon. Parce que j'ai pas peur de perdre la personne. Tandis que si j'ai peur de perdre la personne, peut-être je dirais, bon, ben, je vais pas trop faire de voyance avec lui, là, parce que je vais le perdre. Ça, c'est de la générosité mitigée. Il y a trop d'amour là-dedans. Ce qui est le plus surprenant, c'est que généralement, une personne qui a un problème est naturellement vampirique. Et puis, ils ont peur des gens généreux, comme vous les expliquez. Une personne qui est naturellement vampirique a une peur terrible d'une forme de générosité où il y a de l'opposition, comme vous l'expliquez. Oui, parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas se faire démantipuler. Mais qu'est-ce qui est démantipulé exactement? L'amour de soi, l'impression qu'on a d'être intelligent, notre fierté. C'est un grand service que l'autre nous rend. C'est extraordinaire comme service. C'est extraordinaire ce qu'une personne peut nous rendre de service. Le moindre des personnes peut nous rendre des services extraordinaires, mais on est fiers. Ouais. Donc, Bernard, dans la communication, pour qu'il y ait vraiment ouverture entre deux êtres, surtout quand il y a un problème ou un obstacle en particulier, il faut qu'il y ait cette forme d'opposition dont vous parlez. Forme d'opposition, en premier. Puis le deuxième stage là-dedans, c'est qu'il faut que la personne actualise ce que l'autre voit. À court terme? Ah oui. Parce qu'il y a bien des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont parler, puis les gens vont écouter ce qu'ils leur disent. Mais ils ne seront pas capables de passer à l'action. Et vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Puis ça, c'est tellement réel que dans mon expérience, si je parlais à une personne, puis je disais, bon, ben regarde bien ça, là, boum, 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 là, puis la personne ne passerait pas à l'action, je couperais mes liens avec elle instantanément. Parce que je perds mon temps.
Bon, le fait d'être mis en vibration quand vous dites que vous entendez quelque chose là, qui est un obstacle ou une tension, puis vous êtes mis en vibration, puis vous exprimez à la personne une forme de solution. Est-ce que le passage à l'action dont vous parlez, c'est la mise en vibration de l'autre? C'est comme un transfert de la mise en vibration de celui qui est désimpliqué du problème et qui met l'autre en vibration? C'est ça qui se passe? C'est ça. Bon, qu'est-ce qui se passe entre les deux esprits exactement? Les deux doubles, là? Quand la communication... C'est sans importance. Ce qui se passe ces autres places, pour l'homme en général, c'est sans importance. Mais puisque vous me demandez la question, qu'est-ce qui se passe entre deux esprits, là, à ce moment-là, ben, il faut parler de deux personnes qui sont dans la conscience de leur esprit. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, si moi je faisais quelque chose, puis ma femme se mettait en opposition avec ce que je fais, puis je suis obligé d'écouter ce qu'elle dit, puis ça ne fera pas tellement mon affaire, parce qu'elle peut m'arriver avec des curves. Tu sais, une femme, ça a une façon de voir des choses qu'on ne voit pas, hein. Mais à ce moment-là, si c'était si ça me frottait à contresens de façon forte, je suis obligé d'aller par en dedans, puis mon esprit me disait, ce qu'elle dit, c'est ça. Fait qu'il me fermerait la gueule. Ce qu'elle me dit, c'est ça. Fait que si mon double me dit, ce qu'elle dit, c'est ça, bon ben, ça me forcerait au niveau d'ego de prendre ma pilule avec plus de facilité. Mais si j'ai pas de contact intérieur, mais c'est difficile pour l'ego de se dire ce qu'elle dit, c'est ça. Parce que l'homme n'a pas encore suffisamment accès au circuit universel. Donc, il n'y a pas cette objectivité de conscience-là. Donc, ça demande que pendant un certain temps, il s'habitue à pouvoir recevoir ce que l'autre personne dit, puis regarder ça, puis travailler avec ça. Parce que ça fait jamais notre affaire. Bon, mais vous allez vous confirmer. Ouais, à un autre niveau. Pour expliquer le principe, là, j'ai pas besoin de me confirmer, mais souvent, je pourrais me confirmer pour avoir le plaisir de me faire dire par mon double qu'elle a raison. Mm-hmm. Autrement dit, quand l'homme passe de la personnalité à la personne, il n'est plus en opposition avec l'esprit de l'autre. Fait que moi, ça me fait plaisir de me faire confirmer par ma source que ma femme a raison, parce que ça me fait réaliser que ma femme est intelligente. Puis j'aime ça, savoir que ma femme est intelligente. Mais nous autres, les hommes, dans la vie de tous les jours, on n'aime pas tout ça. Trop savoir que notre femme est intelligente. Ça ne nous intéresse pas trop. Savoir que notre femme est intelligente un petit peu. Mais trop intelligente, là, ça nous dérange. C'est dérangeant, une femme trop intelligente. Ça dérange quoi, Bernard? Oui, ça dérange. Ça dérange quoi? Ça dérange quoi? Ouais. Ça dérange bien les affaires, ça dérange la primauté de l'homme, ça démange l'homme. Fait que tu vois, même ça, c'était pas freudien, c'était réel. Dans son égo de mâle, ça le déplace, parce que ça lui enlève sa suprématie de mâle. L'homme est macho naturel, tu sais. Puis l'homme, c'est du stock. Il est macho à naissance? Il est macho à naissance, ouais. Ça vient pas de l'Italie, ça, le macho. Je pensais que ça s'était appris au cours des années. Non, l'homme est macho. Ouais. Ben oui, l'homme est macho. Ouais. C'est pour ça que les femmes ont été obligées de développer le mouvement féministe au cours des années, là, pour se retasser, pour se prendre le contrôle de leur affaire. L'homme est très macho. Ben macho. Machismo. Donc, Bernard, si je comprends bien, il est nécessaire dans comment je dirais ça, dans cette forme de communication, de ne pas faire référence à autre chose que ce qu'on vibre avec l'autre. Et si on vit une opposition, de considérer ça dans un sens comme une... Il faut considérer l'opposition comme étant nécessaire, parce que c'est l'opposition qui permet le renversement de la polarité de notre État. C'est l'opposition qui... Mais là, il faut avoir de l'écoute. Bon. Si une personne qui est mise en vibration puis qui exprime une perception ou une position vers quelqu'un qui en a besoin, puis que la personne qui en a besoin n'est pas capable de le voir, c'est pas parce qu'elle veut pas le voir, c'est parce qu'elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable à cause de quoi? Bon, vous parlez de la personnalité, mais il y a quand même un besoin de sa part de faire un changement. Okay. Elle peut ne pas être capable maintenant, elle peut ne pas être capable la semaine prochaine, mais si elle a de l'écoute, à ce moment-là, elle va changer petit à petit. Et la personne qui parle va sentir qu'il y a un changement. Elle va sentir qu'il faut que la personne qui reçoit n'ait pas d'attitude. Elle veut bien comprendre, n'est pas capable de comprendre, ça se comprend, qu'on ne comprenne pas, ainsi de suite. Bon, OK. Mais il faut que la personne qui parle sente que l'autre est réceptive.
Que ça n'ait pas travaillé dans les tripes encore, c'est une chose. Mais si la personne est réceptive, ça va la travailler dans les tripes parce que, étant mise en vibration, son esprit va travailler à son insu. Peut-être qu'il va la faire rêver, peut-être qu'il va lui faire voir des choses. Donc, petit à petit, il va y avoir un changement. Et l'autre personne va le voir avec... Mais il faut qu'il y ait de la réceptivité. Qu'elle soit pas capable de travailler, de faire quelque chose tout de suite, ça, c'est pas grave. Mais avec le temps, fait que la petite fille, bon, ben, son chum, il vient, puis il tombe en amour, puis son chum, fait qu'elle dit à l'autre qui en parlait avant, elle dit, tu vois, là, il est revenu, mon chum, là. Puis l'autre, elle va dire, inquiète-toi pas, il va partir encore. Comme de fait, il repart encore. Elle dit, tu vois, là, fait qu'arrive le temps, la petite, elle va commencer à comprendre. Elle va commencer à comprendre. Puis peut-être au bout d'un an, 2 ans, mais elle va se trouver un autre chum. Avec le temps, ça va travailler, mais il faut qu'elle ait de l'oreille. Si elle n'a pas d'oreille, elle n'est pas réceptive, cette vibration-là ne se communiquera pas à elle et elle ne sera pas imprégnée au niveau de son corps astral. Et si elle n'est pas imprégnée au niveau de son corps astral, le corps mental ne pourra pas lui faire voir des choses. Il faut qu'elle ait de l'écoute. Bon, mais la personne qui parle, Bernard, qui finalement met l'autre en fréquence, là, met l'autre en vibration, vous avez dit tout à l'heure que vous couperiez avec quelqu'un qui ne passerait pas à l'action en deuxième niveau. Là. Après avoir écouté quelque chose, si elle ne passait pas à l'action, vous coupez. Dans quelle mesure on peut couper quand on sait que quelque chose peut se faire à long terme, que ça pénètre dans le fond? À long terme, c'est à long terme. Tu travailles à long terme. Moi, je ne travaille pas à long terme. Moi, je travaille à court terme. Les gens qui me connaissent. Donc, si je prends le temps d'instruire une personne dans sa condition humaine, bon, ben, à ce moment-là, mais, puis que la personne n'agit pas dessus, je vais lâcher. Si elle agit dessus, puis ça prend 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais il faut que je sente qu'elle s'en va. Par là. Qu'elle agit dessus. Tu peux pas demander à une personne de comprendre tout de suite, de pouvoir corriger tout de suite sa situation pour son bien-être personnel. Mais il faut qu'elle se mette en action. Il faut qu'il y ait de la résonance. Il faut qu'il y ait de l'entendement, de l'écoute. Il faut qu'il y ait de l'oreille. Ça c'est quand t'es vibratoire, si une personne a de l'écoute ou si une personne n'a pas d'écoute. Il y a des gens, tu leur parles, puis ça leur passe comme sur le dos d'un canard. Ça, tu mets ça de côté tout de suite. Quand tu es bien sensible à ta vibration, c'est facile de mettre ça de côté tout de suite. Mais quand les gens ont de l'écoute, mais là, tu es capable de continuer, parce que tu sais que ça va les amener quelque part. Fait qu'à ce moment-là, ton langage, ta communication avec la personne devient créative. Dans un temps donné, la personne a un plafond. Dans un autre temps, son plafond est plus haut. Oui. Vous dites, à un moment donné, un individu prend son plafond, comme s'il y en avait un de final. Moi, les gens ont un plafond. L'homme a un plafond. Vous ne pouvez pas demander à un homme... là, c'est parce que je parle par rapport à un plan initiatique, là. Vous ne pouvez pas demander à un homme de transmuter sa conscience indéfiniment par rapport à un processus initiatique. Parce que ça demande une fusion. Donc, à ce moment-là, sachant ça, vous êtes capable de parler à un homme, l'amener à croître dans sa conscience, là, à réellement intégrer son énergie, à sortir un petit peu de sa personnalité pour entrer dans sa personne, pour être dans un mieux-être. Mais la personne a quand même un plafond. Donc à ce moment-là, tous les êtres ont un plafond. Pour ne pas avoir le plafond, mais ça prend un contact direct avec le plan mental, puis ça, c'est une initiation personnelle. Mais vous ne pouvez pas mettre un être humain en initiation interpersonnelle sans fin. Sinon, vous allez les détruire. Fait que les gens ont un plafond. Puis ce plafond-là, ça leur convient bien. Ils ont appris suffisamment de choses pour pouvoir continuer leur vie. Le plafond, c'est un état de conscience qui permet à l'être humain de pouvoir d'avoir suffisamment d'outils pour continuer seul. Ça, c'est ça le plafond. Mm-hmm. Comment on peut savoir qu'une personne est rendue à son plafond? Dans nos relations de tous les jours, là, quand on est en échange avec les gens. Je crois pas que l'être humain inconscient qui est en communication avec un être humain inconscient puisse savoir que l'autre a un plafond. Il faut avoir une conscience mentale, il faut connaître l'autre pour ça. Il faut connaître ses limites. Il faut connaître les limites d'une personne, mais il faut que tu aies de l'information qui parte du plan mental. Là, tu connais les limites d'une personne. Mais tant que l'homme n'a pas contact avec les circuits universels puis qu'il ne connaît pas les archives de l'individu,
le stress psychique que ça crée sur son âme, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas connaître le plafond d'une personne. Donc, c'est impossible dans les Une limites. personne peut vous dire, bon, ben là, j'en ai assez, là. Mais dans le fond, il n'y en a pas assez. Il va vous dire qu'il y en a assez. Mais un être conscient pourrait aller encore plus loin. Il vit encore plus son plafond. Tandis qu'une personne va vous bluffer et va dire, hey, c'est assez, là. Tu m'as parlé de mon chum, là. Toi, je dis pas mon chum. Là, j'en ai assez, j'ai mon plafond. Dans le fond, elle n'a pas son plafond. Elle va avoir son plafond quand, dans 2 ans, elle va le sacrer là. Puis après ça, elle va en avoir un autre. Puis après ça, elle va en avoir un autre plafond. C'est en évolution constante. C'est en évolution constante. Même un plafond, ça se défonce tout le temps. Un plafond, ça se défonce tout le temps. Ouais. Ouais. Excepté que ça peut ne pas... Mais éventuellement, éventuellement, il faut que tu arrêtes. Que la personne... Oh, bon. Pour répondre précisément à votre question, là, une personne atteint son plafond quand elle a passé toutes les étapes là, qui l'ont amené à une certaine résultante, à un certain niveau de conscience. Ça, c'est son plafond. Mais les gens pensent que le plafond est ici, là, ce qu'en fait, il est ici. Fait qu'on pense toujours que notre plafond est ici, notre plafond est ici, notre plafond est ici. Aussitôt qu'on vit un mur, on pense qu'on a notre plafond. Puis dans le fond, le plafond, il est quelque part. Puis quand tu atteins ton plafond, tu es supposé d'avoir un certain niveau de maturité. Là, tu peux dire, quand tu as ton plafond, là, que tu te connais pas mal, tu te saisis pas mal, tu as une certaine volonté, tu es capable de te mettre en mouvement, tu es capable de commencer à prendre le contrôle de ta vie. Mais tant que tu n'es pas capable de prendre le contrôle de ta vie, tu n'as pas atteint ton plafond. Quand tu as commencé à prendre le contrôle de ta vie, là, tu peux dire que tu as atteint ton plafond. Tu es dans ton plafond. Ça serait quoi à ce moment-là, prendre le contrôle? Prendre le contrôle de ta vie, ça veut dire être assez intelligent puis plus te faire chier. C'est assez intelligent, t'es voué les trappes. T'es voué les trappes du petit gars, ton petit job, tu voué les trappes de la job, tu voué les trappes de tes émotions, t'es voué. T'es capable de prendre le contrôle de ta vie à ce niveau-là. Les voir, c'est également passer à l'action, c'est-à-dire agir sur ces... Rendu au niveau du plafond, là, le vrai plafond, là, tu passes à l'action. Ouais. Tandis qu'avant, mais tu apprends à passer à l'action. Ça peut prendre 10 ans pour apprendre à passer à l'action. Il y a des gens que ça va prendre 10-15 ans pour apprendre à passer à l'action. Mais quand ils sont rendus là, à pouvoir passer à l'action, là, qui ont leur plafond, là, laisse-moi dire qu'ils sont plus comme avant. Bon, est-ce qu'une personne qui a... Là, on peut dire qu'ils sortent de leur personnalité, là, qui commencent à plonger dans leur personne. Ils commencent à avoir ce que j'appelle de l'identité. Ils commencent à être ce que j'appelle intelligent. Pas au niveau de l'intellect. Intelligent, au niveau de conscience. Bon, la personne qui atteint cette forme de plafond-là, Bernard, est-ce qu'il y a encore besoin de l'interface avec les autres? Techniquement, quand tu as ton plafond, tu n'as plus besoin d'interface avec les autres, tu as tes propres réponses. Techniquement. Donc, on a besoin de l'interface pour briser nos fausses limites, finalement. Nos fausses limites. Quand tu as ton plafond, quand tu es arrivé à ton plan, là, ta conscience mentale, à un certain niveau donné, tu es capable de régler pas mal tes affaires tout seul. Bon. Les individus qui sont placés dans notre vie pour nous faire briser nos fausses limites, est-ce qu'ils sont liés à nous en esprit ou s'ils sont liés à nous karmiquement? Karmiquement, au niveau de l'âme. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible que la personne qui nous, j'ai le mot en anglais, qui nous file de l'information, qui nous envoie de l'information, soit en évolution elle-même au moment où elle est mise en vibration par rapport à ce qu'elle nous parle ou nous présente? La personne qui vous parle ou qui vous présente de l'information quand elle se met en vibration par rapport à vous, elle-même est sans s'en rendre compte, là, sans s'en rendre compte, c'est comme si au niveau de l'âme, elle teste la validité de son esprit. Donc, prenez une personne comme ça, là, puis élevez-la sur un plan avancé de conscience, là, mais quand elle vous parle, là, elle s'entend parler, elle s'écoute parler, c'est même plus elle qui parle, là, puis elle voit ce qui passe à travers elle, là. Fait que là, elle goûte de ce qu'elle sait, puis qu'elle vous envoie, là. Ça va jusque-là. Mais sur des plans inférieurs de conscience mentale, mais la personne, c'est comme inconsciemment, elle se pratique à pouvoir supporter ce qu'elle sait. Puis c'est très important de supporter ce qu'on sait parce que ça fait partie de la
Puis que la conscience, ça fait partie de l'identité, ça fait partie de la maîtrise vibratoire du plan mental, ça fait partie de la... instantanément, là, ça fait partie de l'intégration du moi. Une personne qui vous parle, là, elle vous rend service, si vous avez de l'oreille, et elle s'habitue à sa propre science. Elle s'habitue à son propre savoir quand elle vous parle. Inconsciemment. Pour l'homme inconscient, consciemment quand l'homme va devenir conscient. Est-ce que ça serait un petit peu goûter d'une forme de fusion, ça? C'est goûter d'une forme de fusion. C'est goûter d'un niveau de fusion, oui. OK. Ouais. Bon, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que les deux individus qui sont mis en situation, qui sont finalement des situations karmiques, sont en évolution tous les deux? Oui. Est-ce que l'interface favorise plus un en développement que l'autre? Celui qui donne le conseil, est-tu plus favorisé à s'échapper finalement du problème dans lequel on parle? Celui qui donne le conseil se vérifie lui-même dans l'exactitude de sa conscience mentale, alors que celui qui reçoit le conseil se vérifie lui-même dans l'orgueil de son mental. Pourquoi vous êtes dans l'orgueil de son mental? Parce que s'il n'y avait pas d'orgueil dans son mental, il ne vivrait pas le choc de l'opposition de celui qui est en vibration. Donc, c'est celui qui parle qui a ascendance. C'est celui qui parle qui a ascendance, oui. C'est pour ça, à ce moment-là, que les gens n'aiment pas... se faire parler. Se faire parler. Mais ils n'aiment pas se faire parler, mais ils ont besoin de se faire parler. Ils n'aiment pas se faire parler, mais ils ont besoin de se faire parler. Puis c'est parce qu'il y a entre les deux jambes qui se laissent parler. Au lieu d'avoir le sourire aux lèvres, puis se faire parler. Oui. Mais dans le fait de se faire parler, je peux comprendre le phénomène de l'orgueil, ces choses-là. Qu'est-ce qui est fracturé dans l'individu? Qu'est-ce qui fait qu'un individu s'attache autant à ses problèmes? Ce qui fait que l'individu s'attache autant à ses problèmes, c'est qu'il est vampirisé par les pulsions astrales de sa conscience karmique. Ouais. L'homme vit sur deux plans. L'homme vit sur le plan de l'âme, puis il vit sur le plan de l'esprit. Pour le moment, il n'a pas accès au plan de l'esprit, donc il a accès constamment au plan de l'âme. Donc, il vit toujours ses expériences par rapport à sa mémoire. Puis, vivant ses expériences par rapport à sa mémoire, il vit toujours dans l'enceinte de sa personnalité. Il ne vit pas dans sa personne. Donc, il n'est pas capable d'identifier son mal parce qu'il n'y a pas d'identité. Il faut avoir une identité pour identifier son mal. Si tu n'as pas d'identité, comment veux-tu identifier ton mal? Une personne qui n'a pas d'identité ne peut pas identifier son mal. Non, c'est pour ça qu'elle a besoin de quelqu'un qui est extérieur à elle, un mental alternatif pour le faire. C'est facile pour vous de voir le problème de l'autre, mais c'est pas nécessairement facile pour vous de voir votre problème. Regardez le phénomène des psychologues. Ben oui, mais les psychologues peuvent vous aider à voir votre problème. Puis ensuite, ça prend un psychologue pour montrer au psychologue son problème. C'est comme un curé, ça. Un curé, il va à la messe le dimanche ou il va à la confesse, puis il va voir un autre curé pour pécher, pas pour pécher, pour confesser ses péchés. Puis celui qui confesse, il va voir un autre pour souffler. Ouais. Mais comment une personne qui a de l'identité dans un temps donné peut ne pas avoir d'identité dans un autre temps? Tu sais, il me semble que si tu as de l'identité pour régler un problème chez quelqu'un, tu as de l'identité. Non, t'as l'identité. C'est 7 jours par semaine? Non. Parce que quand tu règles le problème de quelqu'un, tu n'es pas dans ta personnalité. Tu es dans ta personne un petit peu. Tu es dans ton esprit un petit peu. Mais aussitôt que tu sors de ça, puis tu vis ta vie, à ce moment-là, tu tombes dans ta personne. On est toujours intelligent quand on donne des conseils, puis quand on vit notre vie, on est toujours dans la merde. Fait qu'on passe de la personnalité à la personne. L'homme pourrait pas vivre. L'homme pourrait... Bon, je vous le donne... pour être graphique, là, si vous étiez intelligent dans votre vie, tout le temps, comme vous l'êtes quand vous parlez à ceux qui ont des problèmes, puis que vous n'étiez pas habitué à votre intelligence, vous craqueriez. Pourquoi? Parce que vous ne seriez pas habitué à votre intelligence. On s'habitue à être intelligent. Avec le temps, on devient habile à être intelligent. Mais être intelligent tout le temps, là, c'est être mis en vibration par l'esprit tout le temps, là, tu craques. Ouais. Tu deviendras névrotique. Ça fait partie des mystères de la conscience humaine. On n'est pas habitué à être intelligent. On est habitué à être intellectuellement intelligent. Mais être intelligent, là, qu'est-ce que c'est que veut dire intelligent? Être intelligent, ça veut dire passer sa vie à résoudre complètement nos problèmes jusqu'à temps qu'on n'ait plus. Puis quand on n'a plus, ben, on est simplement créatif.
C'est ça être intelligent. Mais nous autres, on passe notre vie à nous créer des problèmes à travers notre intellect, qui est une fausse intelligence, ou une intelligence purement mécanique, basée sur la mémoire. Puis quand il vient pour régler nos problèmes, on n'est pas capable. Là, il faut qu'on aille chercher l'intelligence d'un autre, puis il vient donc m'aider à défaire ce que j'ai fait. C'est ça la vie. Ouais. On met toujours notre vie sur le cul, puis après ça, on va voir quelqu'un, puis on dit, bon, ben, viens ranger, là, je suis sur le cul. Fait que là, quelqu'un t'arrange, tu travailles à ça, puis là, comme ça, on fait ça pendant des années de temps, on devient tellement bon à se mettre sur le cul que l'autre, il faut qu'il travaille réellement dur pour nous sortir de ça. Ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis au bout de 5 ans, là, on a appris quelque chose, là on dit qu'on a de l'expérience. Puis avoir de l'expérience, mais ça veut dire qu'on a finalement réalisé qu'on n'était pas intelligent. La façon que vous en parlez, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a appris à défaire et à se faire refaire. C'est ça. C'est ça. C'est cosmetic surgery. Il n'y a pas grand mérite là-dedans. Ben, ça fait partie de l'évolution de l'âme, mais ça fait pas partie de la présence de l'esprit dans l'âme. Un homme ne devrait jamais vivre d'expérience. L'homme vit d'expérience parce que ça fait partie de l'évolution. L'homme vit d'expérience parce qu'il vit au niveau de sa personnalité. L'homme vit d'expérience parce qu'il n'a pas de conscience. L'homme vit d'expérience parce qu'il n'a pas d'identité. L'homme vit d'expérience parce qu'il sait. Il se sait pas. Il sait pas comment traiter avec les lois de la vie. L'homme vit d'expérience parce qu'il ne connaît pas les lois de la vie. L'homme vit d'expérience parce il fonctionne toujours par rapport aux autres. Il est toujours dans un syndrome de comparaison. L'homme vit d'expérience parce qu'il prend des chances. Dans la vie, tu prends pas de chance. C'est ton cul, ta vie. Tu prends pas de chance avec ton cul. Fait qu'on prend des chances, on prend des chances, on prend des chances. On rencontre quelqu'un d'un bar, on tombe en amour, tu prends une chance. Je parle même pas du sida, là. Je parle, tu rentres, tu sais. Tu passes ton temps à prendre des chances. On prend des chances. Fait que si tu vas chercher quelqu'un et tu dis, ben, qu'est-ce que tu penses de la chance que je prends? Il va voir. Nous autres, on la voit pas, la chance. Tu comprends? C'est parce que j'imagine quelqu'un qui a rencontré quelqu'un au bar. C'est-tu fatiguant de rencontrer quelqu'un dans un bar puis pas savoir si tu vas être avec lui ou elle toute ta vie? Oui. Bon, ben, souvent, tu veux pas être avec la personne toute ta vie. La raison que tu veux pas, c'est parce que tu prends une chance partielle. Tu vas avoir du fun temporairement, c'est une chance partielle. Oui. Moi, quand j'ai rencontré ma femme en 1969... Vous n'avez pas pris de chance. J'ai pas pris de chance. Pas pris de chance. J'étais allé par en dedans, j'ai dit, tu es, ils ont dit oui, bonjour, c'est fini. Mais après ça, une fois que c'est décidé forever. Nous autres, ben, on prend une chance. Elle est cute, elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux blonds, elle a les cheveux noirs, elle a les cheveux rouges. Mais quand on sent quelque chose... Il y a une belle job, il y a un beau char. Prends des chances. Fait que prendre des chances, c'est normal parce que ça fait partie de l'expérience. Donc, on peut pas empêcher l'homme de prendre une chance. L'homme a un libre arbitre. Quand t'es conscient, t'as pas de libre arbitre, t'es libre. Fait qu'en attendant, en tant que l'homme a un libre arbitre, mais il faut qu'il prenne une chance parce que ça fait partie d'utiliser ton libre arbitre de prendre une chance. Si t'as pas de libre arbitre, tu pourras pas prendre de chance. Par contre, comme tu prends des chances, tu souffres de ton libre arbitre. Fait que tu t'aperçois que ton libre arbitre n'est pas toujours intelligent. Il peut pas l'être, il fait partie de ta personnalité. Mais on nous a dit pendant des siècles que le libre arbitre, c'est l'aspect, c'est le paramètre consumé de la conscience humaine. Alors que c'est totalement l'envers. Le libre arbitre, ça devrait, un jour d'ailleurs, au fur et à mesure où l'homme va passer à une conscience mentale supérieure, l'homme va bien voir que le libre arbitre, ça n'existe pas. C'est une illusion. Mais c'est une illusion qui nous a été imposée par les lois astrales évolutives. Fait qu'après ça, ben, l'homme prendra plus de chance. Puis tu plates, t'as tel âge, tu décides de te marier, puis tu prends une chance. Puis tu dis au gars, tu prends une chance. Il dit, non, je prends pas de chance, je suis sûr. Le curé dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est idéalement, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais tout d'un coup, le pire arrive, puis tu te lâches, ou tu te lâches. Tu sais? Fait que le monde vive, ça, ils prennent des chances. Mais ces gens-là, s'ils communiquaient, ils seraient-tu capables mais communiquer, c'est pas facile, communiquer. Communiquer, c'est une science qui fait partie du mental supérieur. L'homme sur la Terre communique pas. Il placote, il jase, il écoute ce qu'il fait son affaire. Quand tu communiques, tu communiques. T'sais, communiquer, ça veut dire ouvrir les valves. Nous autres, c'est conditionnel. Tu peux me parler, mais fais-moi pas trop chier. T'sais. C'est pas communiquer, ça. Ça, c'est distribuer de l'information sur la base de la désinformation. Pas communiquer. L'homme ne communique pas. L'homme parle pas, il jase. Si l'homme parlerait, il serait bien des affaires. L'homme jase. On passe notre temps à jaser, on jase. Fait que, mais
Aussitôt que quelqu'un a un problème, puis tu parles avec elle, là, tu jases plus, tu parles. Tu le réalises pas. Mais il y a des éléments subtils parce que tu es mis en vibration, ta générosité, ton esprit te met en vibration, puis là, tu peux dire des choses que si elle a de l'écoute, elle va aller chercher. Mais, Bernard, deux personnes qui se rencontrent, on parle de deux personnes qui se rencontrent dans un bar, si il y en a une des deux qui s'est communiquée, est-ce qu'elle prendra pas de chance? Est-ce qu'on peut dire qu'elle prendra pas de chance, cette personne-là? Je comprends pas votre question. Si une personne sait avoir de l'écoute, puis sait être objective face à l'autre, ou face à qui que ce soit, mais un pur étranger, là. Je peux-tu vous prendre un exemple? Si vous rencontrez quelqu'un pour faire des affaires, puis que vous le rencontrez, je ne sais pas moi, en Allemagne, vous ne serez pas le gars qui va prendre des chances, mais vous allez savoir, comme vous dites par votre voix intérieure, que ça peut fonctionner ou non dans l'échange. Vous allez communiquer avec lui, vous allez sentir sa vibration. Bon, est-ce que nous autres, à un certain niveau de conscience, on ne peut pas accéder ou atteindre ce niveau de perception-là qui fait qu'on ne prendra pas de chance? Est-ce que c'est possible ou s'il faut absolument une fusion pour ne pas prendre de chance? Non, ça ne demande pas une fusion, mais ça demande un certain niveau de conscience. La raison que vous avez de la difficulté à communiquer, autrement dit à bénéficier des flux de la communication avec les êtres humains, c'est parce que vous n'avez pas été suffisamment éprouvé dans l'âme. Vous n'avez pas été suffisamment éprouvé dans le temps de votre conscience astrale. Vous êtes trop pressé. Tu rencontres une fille d'un bar, t'es pressé. Tu rencontres un homme d'affaires, t'es pressé, tu veux faire un deal. Le gars d'affaires dit, hey, moi j'ai un bon deal pour toi. Là, t'es encore pressé. Tandis que si t'es en conscience, puis le gars il dit que c'est un bon deal, les autres en haut sont capables de rentrer, de pénétrer en communication, puis ils disent pas le temps. Fait qu'ils disent, t'as pas le temps, tu vas parler avec le bonhomme, mais les autres vont te dire, c'est pas le temps. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est pas le temps, tu peux rien faire. Comme un mec qui te signerait un chèque. Tu vas te dire, c'est pas le temps. Tandis que quand t'es inconscient, mais c'est toujours le temps, c'est toujours le temps. Fait que tu prends une chance, puis tu prends une chance. Puis, donc, t'établis des liens karmiques, puis t'établis des liens karmiques, puis t'établis des liens karmiques, puis t'établis des liens karmiques. Tu peux pas établir constamment des liens karmiques avec l'être humain. On fait ça constamment. C'est l'histoire de l'humanité, établir des liens karmiques. Il faut que l'homme puisse établir des liens avec l'être humain qui sont basés sur sa conscience personnelle. À ce moment-là, il est libre dans ses relations avec l'homme. Mais c'est pas ça qu'on fait. On se fait des liens, puis on se fait des liens, puis on se fait des liens. Puis la première chose qu'on sait, bien, on est prisonnier de nos liens. La fille a dit, tu vas-tu m'appeler la semaine prochaine? Le gars, il est gêné. Il va être poli. Il va dire, ouais, oui. Il veut pas. Mais il va dire oui. Fait que là, elle pense qu'il va l'appeler. Lui, il veut pas l'appeler. La semaine prochaine vient. Il l'appelle pas. Elle a souffre, elle l'attend. Fait que, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas de volonté créatrice. Tandis que, là, vous allez dire, ben, c'est possible de dire à la fille que tu l'appelleras pas la semaine prochaine, ça va lui faire de la peine. Mais ça dépend comment est-ce que tu vas avoir créé au cours de ta conversation pendant toute la soirée. Si tu as payé 4 steaks, puis tu l'as amené prendre 4 drinks, puis tu l'as amené dans ton avion, puis tu as ouvert des panoramas d'aller dans les îles, puis tu as ouvert des panoramas de ta maison dans le nord, puis tu as ouvert des panoramas de j'aimerais bien ça qu'on se revoie. Puis après ça, elle dit, tu vas-tu m'appeler? Puis tu dis non. Puis c'est évident que tu vas y mettre la batterie à terre. Autrement dit, tu as jasé trop. Tu t'as trop jasé, t'as contractué des liens occultes avec elle sans t'en rendre compte, puis elle vibre au niveau de son corps astral, puis après ça, ben, tu l'appelles pas. Fait que c'est pour ça qu'elle s'effondre en fin de semaine, la semaine prochaine. Fait que là, toi, t'as fait ça, elle rencontre un autre gars, il fait la même affaire, elle rencontre un autre gars, c'est fait la même affaire. Fait que là, la première chose que tu sais, c'est que les filles ont plus confiance à ce que les hommes disent. Puis la même chose à l'envers, parce qu'il faut pas parler avec des filles, il faut parler des hommes. La fille, elle va dire, bon, la fille, elle va dire, elle va l'appeler. La fille, elle va l'appeler. Bonjour Jean-Paul, comment ça va? Fait qu'une fille qui appelle un gars, c'est parce qu'elle est intéressée. Une femme, quand ça appelle, c'est intéressé. Une femme, ça appelle pas quand c'est pas intéressé. Un gars, c'est capable d'appeler quand c'est pas intéressé puis quand c'est intéressé. T'sais, c'est pas pareil. T'sais. Fait qu'un gars, c'est politique, c'est stratégique. Une femme, c'est pas stratégique. T'sais. C'est upfront. Fait que c'est difficile la communication entre les êtres. Oui, effectivement. Très, très difficile. D'abord, c'est quoi la substance d'un lien karmique? C'est quoi qui fait? La substance d'un lien karmique, c'est que quand tu établis une relation avec un être humain sur une base permanente, il faut que tu puisses supporter ta relation avec cet être-là pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'elle se dénoue et qu'elle devienne simplement une relation créative. Sinon, c'est un lien karmique.
OK, ben non, c'est Fait quoi? que ça implique de la souffrance. OK, je vous prends. Un lien karmique, ça implique toujours de la souffrance. Vous avez dit un certain temps. Un certain temps. Ça veut dire quoi? Un certain temps, ça veut dire que le gars, tu vas le voir pendant 2 ans. Tandis que s'il n'y avait pas de lien karmique, puis tu le voyais, ça serait forever. Ah, OK. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, les ruptures, sous quelque forme que ce soit d'affaires, d'affectivité, c'est toujours des liens karmiques. C'est la fin d'un lien karmique. OK. Donc, c'est une libération. Hein? C'est une libération. Bon. Mais nous autres, on ne veut pas être libérés parce qu'on aime ça, la souffrance. Parce que c'est chaud. La souffrance? Ben oui, c'est chaud de la souffrance. Vous savez que si tu amènes la souffrance à un point extrême, on sait qu'est-ce que c'est le sadomasochisme. Hein? Le masochisme, se faire souffrir. Ouais. Tu sais, quand tu es en amour, l'être humain, tu sais, tomber en amour, être en amour, l'homme veut être en amour, le monde veut être en amour. Puis c'est le fun d'être en amour, parce que être en amour, c'est le feu dans le ciel, tu sais. C'est l'enfer dans le ciel, être en amour, tu sais. Donc on aime ça, parce que ça nous sécurise, ça nous balance. Mais on monte, puis on descend, puis on monte, puis on descend. On est heureux, on est malheureux, on est heureux, puis on est malheureux. Tu peux pas vivre forever de même. Éventuellement, tu t'étreins. Fait qu'on est habitué de même. Fait que, puis les chanteuses, ils nous en parlent de tous les jours. Ginette Renaud, puis tout le monde, ils parlent d'être en amour. Puis tout le monde chante d'être en amour. Puis donc ça fait toute partie de la conscience astrale de la Terre. Puis un jour, quand tu as une certaine expérience, quand tu as passé certaines expériences, puis tu en as plein le cul des expériences, tu en as plein le cul d'être en amour, tu veux aimer, point final. Tu sais? Fait que si tu es obligé d'amener des petites fleurs à ta femme à tous les jours, ça c'est bien le fun d'amener des fleurs à ta femme parce que ça fait partie de la romance de l'amour. Mais si elle t'exige puis t'es faut que t'amènes des fleurs, parce que si t'amènes pas de fleurs, elle va dire tu m'aimes-tu? Puis si elle dit, si t'es obligé de dire, bon ben, elle va te demander tu m'aimes-tu? Puis tu m'aimes-tu? Puis tu m'aimes-tu? Puis tu m'aimes. Ça c'est normal au début, là, tu m'aimes-tu? Ben un jour, il faut que ça arrête, tu m'aimes-tu? Tu sais, faut que ce soit établi l'affaire de la convention. Tu sais, je te nourris, je paye pour les enfants, je te sors, je te fais l'amour, mais ça fait partie d'aimer. Ah, tu m'aimes-tu, puis tu m'aimes-tu, puis l'autre encore la même chose, tu m'aimes-tu, puis tu m'aimes-tu, parce que les hommes aussi ont le même malaise de tu m'aimes-tu. Fait que, arrêtez de vous vérifier, tu m'aimes-tu. Ça devient stupide. T'écris le contrat une fois, puis c'est fait, tu signes au bas de la ligne. Nous autres, on fait 75 000 signatures. Tu m'aimes-tu? Fait que ça, c'est être en amour. Ça fait partie de l'expérience. Fait que... Ben non. Je te dis. Ben non, dans la communication, pour terminer, dans la communication... Tu m'aimes-tu, Loulou? On va faire une pétition. 75 000 signatures. Oui, il faudrait que ma femme arrive un soir et me dise « Je t'aime ». Je pense que je tomberais sur le dos. Je dirais, y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Vous n'êtes pas capable de traiter avec les évidences? Bernard? Oui. Bernard, les gens est-ce que c'est intelligent de... Qu'est-ce qui se passe quand tu dis à ta femme, tu m'aimes-tu? Toi, tu l'as le malaise de ça. Ouais. Moi, ce qui se passe, c'est que... Ouais. Je peux te le dire, oui. Ouais, mais... Elle doit te dire, veux-tu me lâcher avec ça, là? Hein? Vous êtes un petit oiseau, hein? Ouais. Mais le point que... Bon, ben là... Il pourrait arrêter la cassette, ça va faire pareil, là. À 200 copies, là... Mon Dieu. C'est rare que vous ne me faites pas de ma concentration en interview, mais là, c'est fait. Mais pendant la condition de l'expérience humaine de face au fait qu'une personne est confrontée au tu m'aimes-tu, musique de fond, est-ce que c'est bon pour l'individu qui voit arriver au bout de son expérience, qui voit arriver une rupture, est-ce que c'est bon pour lui de voir le fait que cette rupture-là, c'est une libération et que ça ouvre à une nouvelle communication? Extraordinaire. C'est extraordinaire. De pouvoir voir ça, c'est extraordinaire parce que ça devient intelligent pour lui et pour l'autre. Ça lui permet à l'autre de continuer dans son chemin, dans sa vie, puis d'aller plus loin, puis lui d'aller plus loin. Tu as fait un certain chemin ensemble, puis là, bon ben, là, ça l'a servi, vous avez appris quelque chose, lui s'en va par là, puis elle s'en va par là. Fait que ça, c'est intelligent. C'est intelligent, mais oui, c'est intelligent. Parce que si vous vous libérez mutuellement de votre karma temporaire. Mais si vous ne faites pas ça, ben là, vous êtes pris à la gorge. Ben. C'est l'affaire de vivre
vivre pour le meilleur, pour le pire, ça c'est bon. Quand il y a de l'amour réel dans un couple, tu vis pour le meilleur. Moi, si je me faisais couper 2 jambes le même matin, ma femme en me pousserait sur le carrosse. Puis si ma femme en perdait ses 2 seins, je continuerais, tu sais, à être frotté à la poitrine. Mais il y a de l'amour réel, là, tu sais. Mais chez l'être humain, très souvent, quand il arrive des situations dans la vie, ils sont pas capables d'arriver à un point et de dire, bon, ben, on a fait notre chemin ensemble, là, puis ça arrête. Ils sont pas capables de se libérer puis pour en arriver à un autre état.